problème de la restauration actuelle, c'est que c'est un métier qui est en train de devenir comme la fast fashion. Un franchisé aujourd'hui, pour commencer à pouvoir embaucher un directeur, gérer son point de vente de l'extérieur et réinvestir, il lui faut des chiffres d'affaires au-dessus de 700 800 000, sinon il n'y arrive pas. La plateforme, elle prend combien? Deliveroo, Uber? En excluant les très gros, elle prend entre 20, 21 et 30. Et donc la plupart des enseignes, elles remontent leur prix. Le groupe Bichef, c'est un groupe énorme. Nos deux réseaux réunis font un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même un secteur où on passe son temps à dire partout dans les médias que c'est la crise. Il faut quand même 2 secondes s'arrêter là-dessus. C'est que tu peux monter ta franchise en ayant 0 €. Julien, bienvenue dans Combien ça gagne. Eh bien, merci de ton invitation. Je suis très contente que tu sois là, très contente de faire ce nouvel épisode sur une franchise. Une nouvelle franchise de restauration rapide, c'est la première fois qu'on le fait. Donc tu es le fondateur de ce groupe qui s'appelle Bichef. Exactement. Qui est un groupe, enfin qui est d'ailleurs Bichef à la base une enseigne, moi que j'ai fondé il y a 13 ans maintenant, et puis qui maintenant est un groupe qui regroupe 2 enseignes et peut-être bientôt 3. Donc on est un groupe qui est en train de grandir en nombre d'enseignes, mais avec toujours le même métier de franchiseur. Donc tu as la marque Bichef, tu as cette deuxième marque que vous avez achetée qui s'appelle Les Burgers de Papa, qu'on a racheté en janvier cette année. Ok, donc c'est récent, il y a 6 mois. Et en fait, dans les franchises, tu as les deux, tu as de la marque Bichef et de la marque Burger. Exactement, parfois même les deux au même endroit. Est-ce que l'offre, elle n'a rien à voir en termes de ce que tu vas proposer et de cahier des charges? Alors, moi, j'ai tendance à dire que le point d'ancrage chez nous, quand on va sélectionner une enseigne qu'on rajoute à notre portefeuille, là, comme on est en train de le faire, c'est pas tant la marque, c'est la complémentarité, c'est-à-dire le territoire de marque sur laquelle elle est. Là, j'ai 2 marques qui sont dans les faits très proches, parce que c'est 2 marques de burgers. J'en ai une qui est positionnée plus haut de gamme et l'autre qui est plutôt mass market et province. Donc, ce qui nous permet de ne pas avoir trop de choses qui se chevauchent ou de cannibalisation. Ouais. Ok. Et au total, vous avez 65 franchises. C'est ça. Au total, on a 65 restaurants qu'on encadre avec nous, et on en a qui nous appartiennent dans le lot. Donc, parmi les 65, vous en avez une petite dizaine? Un peu moins, ouais. On en a 7 qui sont à nous. 7 en succursale. Et le reste, on est franchisés. Ok. Ce serait intéressant aussi de comprendre, tu vois, je me demande toujours quand t'es franchiseur, en fait, quel est le point de bascule? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant d'avoir des succursales, enfin des enseignes en propre ou pas? Et où est-ce que tu t'arrêtes, entre guillemets, tu vois, c'est un peu toujours ce trade-off, comme on dit, j'ai l'impression. C'est une vraie grosse question, et en vrai, en plus, déjà, je pense que c'est vraiment 2 métiers différents. Ce que tout le monde commence à comprendre aujourd'hui, mais c'est vraiment 2 métiers différents. Même s'il y a des points communs, finalement, on encadre un réseau, on crée un concept, mais c'est 2 métiers différents dans l'opérationnel. Tu peux pas être au four et au moulin, sauf si tu as vraiment plein de gens dans ta tête de réseau, quoi. Ouais, mais sauf que tu pourrais faire que des succursales et ne pas avoir de franchise, mais tu peux difficilement faire des franchises sans avoir de succursales, parce que à la fois d'un point de vue économique, c'est un poumon, la succursale, et puis d'un point de vue crédibilité, c'est quand même montrer que tu maîtrises un savoir-faire et que tu peux le projeter, donc c'est assez fondamental. Et je pense aussi, et d'ailleurs on va commencer par là, mais je pense aussi que tu peux pas vraiment faire un cahier des charges efficace et qui reflète la vraie réalité de ton marché. J'appelle ça cahier des charges, ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais tu veux dire ton manuel du savoir-faire? Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire un truc bien si toi t'as pas déjà expériencé le truc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Exactement. Et surtout si tu continues en fait, c'est un marché qui est tellement mouvant, la restauration, que tu es obligé d'expérimenter tout le temps, parce que tu es obligé d'être au fait des tendances, de les tester chez toi avant de les réappliquer. Donc, c'est ça, c'était laboratoire en fait. La succursale, c'est vraiment... Tu peux difficilement ne pas en avoir du tout. Après, est-ce que j'en ai 10% du parc ou 50% du parc, là, ça devient une question économique et business, de choix de capacité d'investissement, et puis de spécialité, qu'est-ce que tu es capable de faire ou de pas faire. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai l'impression que tu trouves jamais vraiment la réponse miracle à cette question. C'est-à-dire que
Enfin, à chaque fois que j'ai rencontré un franchiseur, un directeur de réseau de franchise, en fait, ils sont tout le temps en train d'essayer de jauger combien de succursales, on s'en sépare pas. Enfin, t'as l'impression que la stratégie, elle est pas... toujours ça. C'est pas exact. Il suffit que tu passes par un Covid et puis tout le monde, tu veux te débarrasser de tout et puis finalement, non. Non, c'est vrai que on est tout le temps entre deux à se dire c'est bien, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Pas évident. Un jour, tu changes d'avis, le lundi, t'es content, tu vas en ouvrir d'autres plus. Le mardi, t'es en mode non, j'en veux 5 max. C'est clair. Mais toi, t'as monté Bichef en 2014. C'est ça. On a ouvert dans le premier restaurant, d'ailleurs, a ouvert en 2015. Mais la société, elle date de 2014. Mais ouais. Et donc, au début, c'était rien à voir. Tu me disais c'était des bagels, c'est ça? Au début, c'était des bagels. Ça s'appelait d'ailleurs Bagel Chef et pas Bichef. Ouais. On a fait ça pendant 9 mois. Ça marchait pas si mal, mais moi j'ai assez vite pivoté parce que c'est un marché dans lequel je suis rentré par opportunisme et dont je suis vite sorti parce que j'ai eu très très peur de l'effet de mode tendance. Du bagel. Ouais. Mais d'ailleurs, on a vu, il y en a plein de chaînes de bagel qui se sont cassées la gueule. C'est ça, ça a beaucoup réduit. Alors à l'époque, tout le monde disait, je pense, en 2014, tout le monde disait c'est le produit de l'avenir, ça va devenir le burger, Et en fait, c'est un marché qui était compliqué pour plein de raisons. Et donc, moi, très vite, j'ai switché vers autre chose. Et ensuite, le produit, on l'a gardé à la carte et il a disparu au fil des années. Alors que le burger, c'est stable, ça existe depuis 70 ans, 80 ans. Ça existe depuis... Ça a été fondé quand McDo. McDo, c'est... En France, c'est dans les années 70-80. Après, aux États-Unis, c'est 50. Ouais. Puis le burger aux États-Unis, c'est même avant. C'est dans les années... C'est fin 19e siècle. Donc, c'est un vieux produit. C'était monté autour de McDo, quoi. Enfin, non. Années 40-50. Non, McDo n'est pas le premier. C'est la plus grande enseigne maintenant, mais ce n'est pas le premier. Ouais. Dans cet univers de la restauration rapide, surtout Bichef comme enseigne, on est dans des univers connexes à McDo. Alors bon, j'imagine que je ne sais pas si t'aimes qu'on dise ça ou pas, mais on est dans ce que je connais, si je me positionne d'un point de vue public, comme chaîne qui pourrait s'apparenter à Bichef, c'est une marque comme Big Fernand ou non, pas vraiment. En fait, alors pour le coup, autant notre deuxième marque Burger de Papa, fait des grosses gaffes. Non. Notre deuxième marque, elle est plutôt proche d'un Big Fernand qui est vraiment du burger. Assez premium. On peut appeler gourmet. Alors après, la notion de gourmet est toujours complexe à expliquer, mais en tout cas, si on se contente de dire niveau prix et clientèle, on vise du CSP+, on est dans des centres-villes plutôt à fort pouvoir d'achat, etc. Okay. Bichef, en fait, elle est plutôt en concurrence aujourd'hui avec McDo ou avec BK parce que c'est une enseigne qui n'est pas très chère. Oui, pardon. Non, c'est moi qui... Les gens qui écoutent, si jamais ils n'ont pas le BK. On est plutôt en concurrence avec ces gens-là. Et en fait, c'est assez poreux, le marché de la restauration parce que... En fait, finalement, on est en concurrence avec tout le monde. Bien sûr. Quand il fait chaud, on est en concurrence avec la salade, avec les Pokéballs. Donc, c'est pas aussi direct que de dire on a vraiment notre concurrence et McDo, mais en termes de produits et d'offres, on s'apparente beaucoup à des gens comme ça. Ouais. Et les franchises, elles sont partout en France. Celle de Bichef, donc j'ai compris que les burgers à papa, c'était plutôt centre-ville et tout, zone avec beaucoup de passages. C'est ça. Bichef, ça va être... Est-ce qu'on peut en trouver quoi sur des routes, sur des zones de... Alors, c'est plutôt province. On n'en a pas à Paris, on en a en région parisienne, mais pas dans Paris, par exemple. Même si on travaille pour y remédier. Après, on est partagé entre des centres commerciaux, des périphéries. Ouais. En fait, on cherche... Et tu as aussi des villes, mais des plus petites villes. Et j'ai des villes de taille moyenne, ouais. On a un déficit de notoriété qui est assez impressionnant quand on regarde à la fois nos chiffres d'affaires qui sont plutôt cohérents avec le marché et le nombre d'implantations qu'on a aujourd'hui. Tu parlais d'un Big Fernand tout à l'heure, largement plus connu que nous. Mais parce que c'est une enseigne parisienne, historiquement, avec une vraie notoriété presse, etc., que nous, on n'a pas. Et que vous allez développer. À la fois, ça fonctionne tellement bien sans que c'est pas forcément une nécessité, j'imagine. Aujourd'hui, c'est une vraie question. En fait, la restauration... Alors, le problème de la restauration actuelle, c'est que c'est un métier qui est en train de devenir comme la fast fashion. C'est un métier où les choses bougent très vite, les tendances bougent très vite. Et donc, où la puissance de marque, elle est en train de s'affaiblir au profit de la capacité à bouger les lignes. Et donc, adaptable. Aujourd'hui, moi, ma vision est plus d'avoir un groupe capable de s'adapter et multi-enseigne, et donc capable de rebondir sur des créneaux, que d'être
la marque par excellence. Ce que fait très bien un McDo ou un Burger King, sauf qu'ils ont des moyens médias et publicitaires qui sont tellement énormes qu'on est incapable d'aller lutter. Bien sûr. Donc, je le vois comme ça. Donc, après, effectivement, il arrive que des petites marques surgissent en faisant une notoriété d'un seul coup. Oui, mais après, tu sais pas combien de temps ça dure. En Mais fait, c'est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que créer plusieurs marques pour pouvoir se reposer dans tes franchises et même proposer une solution de repli. Exactement. Si à un moment, je sais pas, un franchisé Bichef, c'est la cata parce que la ville a énormément grossi, qu'en fait son offre est plus du tout assez premium pour la ville de taille moyenne dans laquelle il est, tu lui dis bah attends, tu peux switcher de marque. Enfin, ça peut être des trucs qui vous permettent à vous de réagir. C'est un vrai sujet, et c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, je considère qu'il y a 15 ans, moi, je faisais mon métier, c'était effectivement, on avait une marque, on créait de la notoriété et on développait notre marque. Et aujourd'hui, l'actif marque étant très dur à faire exister et à faire vivre, parce qu'un contrat de franchise, ça peut être 10 ans en moyenne. Faire vivre un actif de marque pendant 10 ans, c'est pas facile. Non. Et donc, aujourd'hui, le sujet est plutôt, comme tu le dis, d'avoir une capacité à faire pivoter agile, chaque gars. Indépendamment dans son réseau, et plutôt que d'avoir cette espèce de réseau très dense, très structuré et solide où en fait on peut rien bouger, c'est d'avoir un réseau très flexible avec des bons gars opérationnels qui savent gérer, mais qui sont capables de pivoter ou d'être multi-enseigne ou multi-marque s'ils ont besoin. En fait, mon métier à moi, c'est de leur apporter des solutions de chiffre d'affaires et de la rentabilité. Donc... Bah, bien sûr. C'est tout l'intérêt d'être franchisé. Enfin, c'est là où si tu pousses vraiment le curseur, c'est là où tu vois vraiment tout l'intérêt d'être franchisé. Parce qu'en fait, tu peux avoir des gens qui sont des très bons gestionnaires, des très bons gestionnaires d'un lieu, entrepreneurs de leur lieu, etc. Et en fait, si le truc marche pas, c'est pas forcément de leur faute, c'est parce que la zone, elle correspond plus à l'offre et tout. Et donc, si toi, t'arrives et tu proposes, écoute, on va juste changer l'offre, c'est là où c'est intéressant le truc de la franchise, je trouve. Bon, et c'est un vrai changement de paradigme, même juridiquement, si on y réfléchit. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour parler de ça, mais dans le fond, quand tu penses ce truc-là, historiquement, une franchise, tu apportes un savoir-faire et très souvent, les gens l'assimilent à une marque. Moi, j'achète la licence de ma marque, ou etc. Alors, même si la licence de marque, c'est pas la même chose que la franchise. En effet. Mais aujourd'hui, finalement, le savoir-faire prend vraiment le dessus sur la marque. Et donc, plus le temps va passer, plus les gens vont devoir, les franchisés, je veux dire, réfléchir à acheter un savoir-faire construit et cohérent dans la durée, plus que je prends cette marque. Donc, il y a un vrai questionnement. C'est marrant. Après, ce qui est difficile, c'est que bon, si tu as plusieurs franchises, ensuite, si t'es tu deviens super expert dans un secteur et parfois tu peux être agile, mais il faut un peu repartir de zéro. Donc bon, il y a des complexités, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre ça, surtout dans le business dans les franchises de resto, quoi. On va prendre l'exemple type d'une franchise, parce qu'on est quand même là pour comprendre quel est le potentiel, que ce soit pour les gens qui se posent la question, en fait, une franchise, à quoi ça ressemble en termes de chiffre d'affaires, de redevances, de coûts, etc. Qu'est-ce qui reste à la fin ? À partir de quel moment tu peux être rentable ? Et puis, pour des potentiels futurs franchisés que ça intéresserait, vous en ouvrez tous les ans ? On en ouvre tous les ans, oui. Ouais. Alors, c'est plus ou moins selon les années. Ouais. Mais genre 2026, tu veux en ouvrir là, 2026, on doit avoir 5 ou 6 ouvertures cette année. Ok, donc t'es quand même plutôt une petite année d'ailleurs pour nous, mais parce qu'on est dans une année de transformation où on vient d'absorber un autre réseau, donc fondamentalement, on a déjà fait notre croissance en externe. Ouais, là, vous êtes plutôt dans de la consolidation cette année. Exactement. Le chiffre d'affaires moyen d'une franchise chez toi ? Alors, je parle groupe, parce que comme on a 2 réseaux, c'est un peu bazar, mais en moyenne, un restaurant chez nous, il va faire entre 700 et 800 000 euros de chiffre d'affaires, en moyenne. Il y en a des plus gros, des plus petits, mais on va dire que 700 000 euros, c'est à peu près le chiffre d'affaires que tu vas trouver. 800 000 euros de chiffre d'affaires, je trouve ça beaucoup pour des... Alors, on va parler de à quelle surface ça correspond. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme surface minimum pour faire ça ? Mais je trouve ça beaucoup pour des villes de taille moyenne ou province ou réseau de... Non, c'est dans la moyenne. Je pense qu'on se trompe assez souvent sur les villes de province qui sont des villes où la concurrence est moins lourde aussi. Oui, c'est vrai. Donc finalement, quand on regarde, certes, Paris est un espèce de microcosme où il y a un marché énorme au mètre carré. Oui.
mais il y a aussi à 200 mètres au moins 10 enseignes concurrentes. Donc l'un dans l'autre, on se bat. C'est presque plus dur sur le marché parisien qu'ailleurs. Donc non, pour nous, c'est pas anormal. Et puis en fait, surtout, il faut prendre le problème à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, il y a 10 ans dans la restauration, on pouvait faire 400, 500 000 euros et commencer à avoir un franchisé qui se développait, en ouvrait plusieurs. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans et l'augmentation de toutes les charges fixes qu'on a vécues en 3-4 ans, c'est quasi impossible. Ouais. Un franchisé aujourd'hui, pour commencer à pouvoir embaucher un directeur, gérer son point de vente de l'extérieur et grandir et réinvestir, il lui faut des chiffres d'affaires qui sont plutôt au-dessus de 700-800 000, sinon il n'y arrive pas. Sinon, il est tout seul, il doit faire être dedans et faire vivre son restaurant lui-même. Il doit faire partie du staff, des équivalents temps plein qui sont... il n'arrive pas à en sortir, en tout cas. C'est bien intéressant. Donc 800, c'est la moyenne. Tu fais 800, t'es bien. Potentiellement, tu peux commencer à te développer en tant que franchisé chez vous, dans votre modèle. Et à la fois, il y en a qui font 1 million, 2 millions. Non, 2 millions, on n'a pas. Nous, nos gros sites sont plutôt entre 1 million et 1,2 million. 1,2 million, ouais, ok. On ça, travaille, c'est les champions. Ouais, on travaille aujourd'hui à créer des sites qui vont être plus forts que ça. Okay. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il y a des aspects notoriété et trafic pour y arriver. Mais d'un point de vue opérationnel, on sait le faire maintenant. Et on a 2 ou 3 sites là, qui sont récents et sur lesquels on espère dépasser le seuil des 1,1, 1,2 qui était notre seuil historique. Ok, hyper intéressant, trop bien. Sur ces 800 000 euros de chiffre d'affaires, tu me disais que tu avais à peu près 80% qui correspondait à de la vente à emporter sur place et 20% qui a de la livraison. Ouais, c'est ça. C'est c'est des moyennes. Sur un réseau comme Burger de Papa, qui est un réseau de centre-ville très CSP+, la livraison est plus forte. Ouais. Parce qu'en fait, ça peut monter à quoi, 40 ? Ça peut monter même un peu plus haut. La moyenne est à 35 chez eux, entre 30 et 35 dans ce réseau-là. Et sur un réseau comme Bichef, qui est souvent en périphérie commerciale, où il y a peu de livraison, parfois on est entre 10 et 15%. Okay. Donc voilà, ça donne l'étendue de ce qu'on peut avoir, avec des modèles économiques forcément différents entre les deux. Bien sûr. 800 000 euros, pour avoir ce chiffre d'affaires, tu me parles de manière générale d'un panier moyen à 15 euros à peu près. Ouais, et d'ailleurs qui est presque le même entre les deux enseignes, un peu plus haut chez Burger de Papa, qui est une enseigne premium, mais finalement c'est d'ailleurs un travers. On pense toujours que les clientèles aisées dépensent plus, c'est pas toujours le cas. C'est marrant. Mais elles mangent en plus grande quantité. Alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais aujourd'hui dans les... Pose pas la question de si tu commandes en plus. Ouais, dans les périphéries et on commence à le trouver dans les grandes villes aussi, mais il y a une notion de quantité qui est en train de grossir à mort là. Okay. Qu'est-ce que je peux avoir pour ce prix-là ou pour le moins cher possible? Et donc on va plutôt sur une enseigne comme Bichef avoir dans les 13, 14, 15 euros, le max que je peux mettre, c'est quoi et comment je mets plein d'items dedans, alors que dans l'autre enseigne, je prends mon menu à 15 et je suis content. Ouais. C'est un peu différent comme comportement. Mais on est toujours à 15, marrant. Ok. 15. Et est-ce que tu as, par exemple... donc, en moyenne, juste les tailles d'enseignes. Parce que le vente emporté, je ne sais pas à quel point il faut... juste pour comprendre un peu, à quel point est-ce qu'il faut que tu aies quand même un certain nombre de places assises, ou en fait, est-ce qu'on s'en fout parce que 90% des gens... Non, alors, étonnamment, surtout Bichef, qui est une enseigne de périphérie, on fait quasiment 70% du chiffre d'affaires sur place. C'est vraiment, en fait, on est vraiment une enseigne d'accueil, étonnamment, même si ça peut sembler étrange. Mais on a beaucoup de monde. On a de plus en plus de monde le soir maintenant aussi sur des grands sites. Donc c'est assez important d'avoir un nombre de places qui est assez élevé. Aujourd'hui, on a des sites qui font entre 140 et 200 mètres carrés en moyenne. 140, 200 mètres carrés. Là-dessus, tu fais combien de places assises ? Je sais pas si on... Je vais aller... les plus petits sites que j'ai, ils font 100 mètres carrés et on va avoir 30-40 places. Okay. Et sur un gros site, notre plus gros site, alors je fais à l'extrême, notre plus gros site, il fait 300 mètres carrés, on doit avoir 150 places ou 160 places. Oui, quand même. Donc, tu as vraiment de quoi faire du volume. Quoi. Ouais. Ok. Et l'entre-deux, en moyenne, on aime bien avoir 60-70 places. 60-70 Les rotations sont rapides, tu fais 2 services deux services le midi, 2 services le soir. Ouais, c'est ça. Et donc, ça permet quand même d'engranger beaucoup de monde sur une journée. Et ça, en moyenne, alors moi, j'ai fait un espèce de petit calcul où j'ai vu que vous étiez... En général, c'est ouvert quasiment tout le temps. Oui, ouais, la plupart du temps. Enfin, pas le matin. Pas une enseigne du matin, mais
11h30 à 23h, globalement, 22h, on va dire. Et on quasiment est à peu près... tous les jours, sauf certaines fermetures et des jours fériés. Ouais. Enfin, c'est rare qu'on ferme, effectivement. Ouais, il n'y a pas beaucoup de samedi, dimanche off. Samedi, jamais, parce que pour samedi, le coup, c'est les plus gros jours. Non. Et dimanche, historiquement, on ne le faisait pas avant Covid. Et en fait, l'essor de la livraison fait que maintenant, le dimanche est en train de devenir un jour important. Donc maintenant, de plus en plus, effectivement, on est ouvert le dimanche. Ouais, c'est ce que je voyais, parce qu'en gros... 800 000 euros de chiffre d'affaires, donc là on comprend à peu près qu'est-ce qu'il faut avoir comme et place assise et superficie pour aussi aller dans ces chiffres-là. Ouais. Sur un panier moyen à 15 euros, ça veut dire que par jour tu vas faire 2500, 2400, 2500 euros de chiffre, mais c'est 330, 340 jours sur l'année. Enfin, c'est ça. Pour arriver à 800 000, c'est-à-dire que t'es ouvert l'équivalent de 27 jours par mois. Donc, tu es ouvert quasi tout le temps. Ouais, quasi tout le temps, exactement. Et sur, tu disais, 11h, 23h. Donc, en fait, c'est sur après, des longues plages. On a quelques restos qui font des... Surtout sur Burger de Papa. J'ai des coupures l'après-midi parfois, parce que tu as vraiment des zones où l'après-midi, c'est mort. On en a quelques-uns qui ferment plus tôt le soir en semaine aussi. Ouais, mais pour la majorité, on est d'accord que c'est ouvert en continu, parce que c'est quand même le principe de la restauration rapide. Exactement, ça reste une attente des clients, et tu as de plus en plus de clients qui mangent à n'importe quelle heure surtout. Ce qui n'était pas le cas en France il y a encore quelques années. De plus en plus. Même dans les restos normaux, enfin les restos avec coupure et tout, tu as de plus en plus de trucs... Les gens mangent à 16h, 15h, c'est vraiment... C'est pas le gros de ce qu'on fait en termes de clientèle, mais c'est quand même assez fréquent sur un après-midi d'avoir au moins 5-10 clients qui se pointent et qui mangent un burger, pas un café. Non. Ça, c'est vraiment courant. Ouais. Après, bon, non, c'est intéressant. Donc voilà, on est à peu près dans ces chiffres-là. 800 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beau. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui reste à la fin de tout ça une fois qu'on a tout payé. Je vais directement le spoiler, mettre les pieds dans le plat. On est à un résultat, enfin une marge opérationnelle, un résultat net à moins de 8% en moyenne. C'est ça, on est aux alentours de ça. Alors c'est toujours hyper complexe de faire des généralités, parce que évidemment ça dépend des coûts fixes, ça dépend du mix livraison sur place. Là on essaye de se donner un modèle type, entre guillemets, des ratios, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il y a 15 ans, c'était vraiment facile de donner un modèle type. Il n'y avait pas de livraison. Donc déjà, il n'y avait pas cet inconnu avec la charge complémentaire que ça représente. Tout était standardisé. Le modèle était assez standard. Tu savais que quand tu ouvrais dans tel type de centre commercial, tu allais travailler un samedi pourtant. Enfin, voilà, tu prenais ton flux et tu savais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aléatoire. On le voit entre... même les études de marché qu'on va faire et la réalité, tu as parfois des écarts qui sont assez importants qu'on n'avait pas avant. Et surtout dans les coûts, c'est-à-dire que la livraison a brouillé beaucoup les pistes dans notre métier, puisqu'à la fois on en parle, alors tout le monde dit il y a des commissions sur la livraison, ce qui est vrai, les prix ne sont pas les mêmes, donc on capte un chiffre d'affaires plus élevé en moyenne par produit sur de la livraison. Donc ça peut donner. Tu dis que les prix sont pas les mêmes, c'est pourquoi? C'est parce que tu changes tes prix la plupart des enseignes aujourd'hui en restauration, quand tu vas prendre un produit que tu vends 12 sur place ou à emporter, tu vas le vendre 13 ou 14 en livraison. C'est énorme. Et ça, c'est toujours dans quasiment toutes les enseignes, c'est le cas, parce que comme la plateforme vient te récupérer... Oui, toi, il faut que tu t'y retrouves à un moment. Voilà, faut arriver à... C'est un modèle éco-différent. C'est hors de prix, quoi. Ouais. C'est pour ça... et puis après, tu ajoutes les frais de livraison. La plateforme, elle prend combien? Deliveroo, Uber? Selon ta puissance d'enseigne et en excluant les très gros, elle prend entre 20, 21 et 30. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment du TTC Uber, en plus, donc putain, c'est énorme. Et donc la plupart des enseignes, elles remontent leur prix. Ça m'hallucine qu'elles prennent 30. Et en soi, c'est pas grave. Alors certains gens disent ils nous tuent, etc. C'est pas grave, c'est le coup d'avoir un gars qui vient. Mais c'est une réinvention du modèle. En fait, tu peux pas vendre au même prix quelqu'un qui est venu chez toi et quelqu'un que tu as fait livrer avec un service qui coûte cher, quoi. Et ce qui est dur, c'est ensuite les enseignes qui vont casser ces prix, faire du volume de malade. Et là, du coup, toi, tu peux plus. En fait, c'est plutôt ça le vrai risque, c'est que toi, tu puisses plus être compétitif, parce que comme tes concurrents, ils sont pas forcément dans la même zone, ils sont pas forcément dans la même catégorie que toi quand tu es sur une plateforme.
et ben en fait, déjà, t'es concurrent avec tout le monde. Et si t'as quelqu'un qui casse les prix en deux, alors qu'en fait, on voit à quel point les notes, ça n'a un peu pas trop de sens sur Deliveroo, sur les trucs. Comment tu tires ton épingle du jeu, c'est plutôt ça le risque. C'est la complexité, elle est là. Ouais. On va quand même essayer de découper un peu notre petite moyenne. Donc, je vois qu'en gros, dans notre calcul, on a 92-93% du chiffre d'affaires qui est des coûts et des charges. Ouais. Ça correspond à peu près 740 000 €. Là-dedans, le plus gros poste de coût, évidemment, donc, c'est la matière première. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le food cost dans le milieu. Là-dedans, tu as aussi les emballages qui sont comptés, juste. Oui, on les inclut. Ouais, c'est 2%. 2%, à peu près entre 1 et 2%. Ouais. 230 000 €, c'est 30% du chiffre d'affaires. Là-dedans, tu es dans les moyennes. Enfin, je veux dire, c'est des bons... Alors ça, pareil, il y a quelques années, on se disait, tout le monde était aux alentours de... entre 27 et 29%, sauf McDo qui était beaucoup mieux placé. Mais globalement, on était tous un peu dans la même fourchette. Entre la livraison et l'inflation, parce que l'inflation a eu un effet assez terrible. Énorme sur les matières premières. Énorme sur les matières premières. Et dans l'inflation, il y a des enseignes qui ont fait le choix de dire on casse les prix parce qu'on va faire du volume, d'autres qui ont dit on maintient les marges. Donc aujourd'hui, je veux dire, nous, on est à la croisée des chemins entre celles qui ont vraiment essayé de maintenir leur prix au max et qui sont toujours à 27-28 d'achat et celles qui ont complètement ouvert les vannes et qui vont monter aujourd'hui à 35, j'ai même vu des 37-38. Ça existe aujourd'hui, et c'est étonnamment, il y a des modèles qui fonctionnent bien comme ça, mais avec du volume. Oui, mais est-ce que c'est le volume qui te sauve, c'est pas le fait de dire je fais des choses faciles à préparer, donc du coup je peux diviser en deux ma masse salariale. C'est les deux en fait, parce que généralement t'as un effet masse salariale, c'est clair. Ouais. On le voit, les enseignes qui fonctionnent très bien sur ces modèles-là, elles vont être à 20-22% de masse salariale, là où des classiques vont être plutôt à 24-25. Ouais. Ça suffit pas à compenser, tu as un effet volume aussi derrière. Tu as un effet, comme j'ai cassé mes prix, j'attire du monde. C'est le phénomène que tu vas voir, toutes les box, tous les trucs qu'on voit émerger, où pour 10 €, tu vas avoir plein de trucs à manger. C'est quoi ça ? Tu connais pas les box, mais voilà, t'as plein de gars qui se sont battus sur TikTok, Instagram là, depuis 1 an à dire qu'est-ce que je prends une boîte et je mets le plus de trucs dedans pour 10 €. Ah, mais oui, ça me dit un truc, et en fait, typiquement, ce phénomène-là, c'est vraiment un phénomène de volume. Moi, je vous donne le max pour 10 €. Je sais que je casse ma marge, mais c'est pas grave, vous allez venir en nombre. Et donc, par les réseaux sociaux, je fais du buzz. Et vraiment, je joue un effet. Oui, mais après, c'est comme tout. Longévité versus buzz, je veux dire, à combien de temps ça dure, un truc comme ça. Mais bon, en effet, c'est intéressant. Nous, pour te répondre, on est vraiment à la croisée. On était il y a quelques années avant l'inflation, on était à peu près 27. On a accepté de perdre quelques points parce que... Sinon, tu allais devoir faire exploser tes... Ouais, en fait, on a choisi de rester, d'avoir un niveau de prix qui soit pas trop lourd par rapport à McDo et Burger King qui sont quand même en face de nous. Ouais. Donc, de pas trop augmenter par rapport à eux et de maintenir un niveau de qualité parce que c'est une des caractéristiques du groupe d'avoir un appro qui est très français. Ouais. Et ça, on a choisi de le maintenir parce que c'était une différenciation et on le paye, évidemment, notamment la viande qui est charolaise et tout ça. Enfin, c'est cher. Bien sûr. Mais après, là, c'est un choix stratégique. Donc là-dessus, sur ces 29%, tu le maintiens, tu as réussi à ne pas toucher à la qualité. On l'a même amélioré, en fait, en 2-3 ans, puisqu'avant, on était français sans filière racée en termes de viande et maintenant, on est charolais, élevé en plein air, en prairie. Enfin, on a vraiment été chercher... On a profité finalement de l'inflation pour se dire, allons jusqu'au bout du truc. Et moi, j'ai toujours eu en tête ce truc de revenir à une restauration où on source localement, où on arrive à refaire du... Quelqu'un m'a dit un jour, il faudrait que tu fasses un burger 100% français, ce qui est d'une complexité sans nom en réalité. Ça veut dire que en fait, c'est un burger saisonnier, quoi. Ouais, et puis tout ingrédient France, c'est vraiment pas si simple qu'on ne le pense. Mais dans le pain, c'est faisable. Dans le pain, on est à 99% France. C'est quoi le 1% T'as des... comment on appelle ça ? Dans le pain, on a un tout petit pourcentage d'huile qu'on utilise pour le terminer. Et pendant certaines saisons, on n'a pas d'appro France, donc on va aller chercher en Italie ou en Allemagne. Bon, voilà, c'est un truc con. Donc le pain, ok. Ensuite... La frite, c'est chiant. Parce que avoir une pomme de terre de qualité toute l'année, que France, c'est compliqué. Belgique,
Pays-Bas, on y arrive, mais voilà. La viande, c'est un choix stratégique. Mais la viande, c'est faisable, bien sûr. C'est faisable. Alors, tu fais face, notamment sur le poulet aujourd'hui, à des questions de pénurie ou de manque de matière. Et après, tu as un problème avec le fromage parce que les gens, ils aiment le cheddar et que le cheddar, c'est pas français. Donc ça, tu peux rien y faire. Bon, bref. Oui, mais après, tu pourrais changer ton fromage. Le problème, c'est que plutôt pour les tomates... Et après, il y a d'autres sujets comme ça. Les légumes, ton burger, il n'aura pas beaucoup de légumes en plein hiver. En fait, c'est ça. Quoi. Donc, c'est pas simple, mais ça a toujours été un critère. Et moi, de plus en plus, de dire, restons cette enseigne qui arrive à le faire et qui se bat un peu contre les appros qui viennent de je sais pas où, hyper loin. Et donc, on a fait ce choix de se dire, on garde cet aspect qualité, on bouge pas, tant pis, on va perdre un point ou deux, mais en fait, ça fait partie de nos différenciants. Si on se laisse aller là-dessus, Et attends, micro-question, parce qu'après, je vais l'oublier. Toi, dans ce que tu proposes à ton franchisé, il y a aussi la prénégociation, parce que dans le... Donc, tu m'as dit que ça ne s'appelait pas cahier des charges, ça s'appelle manuel. Alors après, le manuel opératoire, la franchise, c'est les process et comment tu fais tourner ton restaurant. Et après, effectivement, il y a le système de franchise au global, c'est tout ce qu'on offre aux franchisés. Mais vous, sur ce que le franchisé doit respecter, il y a aussi le sourcing où lui, il est en autogestion sur son sourcing et son approvisionnement. Alors, nous, c'est pas notre métier. Donc, on délègue toute la partie logistique à un tiers. Ouais. Par contre, on impose de passer par ce tiers et d'utiliser nos produits référencés. En fait, c'est ça. Tu peux pas... moi, je suis franchisé Bichef. Demain, je peux pas dire non, mais en fait, ta viande charolaise, moi, je vais prendre de la... Impossible. Le deuxième poste de coût, c'est la masse salariale. Là, la masse salariale, c'est 192 000 € qui correspond à 24% exactement sur notre chiffre d'affaires de 800 000. Moi, ce qu'on m'a dit dans la restauration, c'est qu'en gros, une personne, un équivalent temps plein, devait apporter 100 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, ça c'est un mythe. C'est une vieille rengaine. Non, c'est pas un mythe, mais c'est une vieille rengaine qui est tenace en tout cas, parce que ça date du même temps où on disait c'est 30% de masse salariale, 30% d'achat et 30% de coût fixe la restauration, ce qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça et et vous, c'est à peu près ça, parce que nous, c'est pas très loin. C'est que ton équivalent, t'as 7... on est un peu en dessous, Ça correspond à 7,5 équivalent temps plein. En fait, aujourd'hui, on va chercher de plus en plus, et plus le temps passe là au fil des années, à réduire, c'est-à-dire qu'un équipier soit capable de produire plus en productivité que les fameux 100 000 € dont on parlait. Comment tu arrives à faire ça en respectant... C'est le seul moyen réel, c'est la simplification. Et qui est beaucoup dans l'air du temps actuellement, mais en fait, moins j'ai de recettes, moins j'ai de process, et plus finalement la création d'un burger, c'est pas simple dans le sens non, mais elle peut être faite rapidement parce qu'en fait, il n'y a pas à réfléchir. Ouais. Donc plus le gars qui emballe, il n'a pas à réfléchir, il n'y a que 3 références, ça va vite, plus c'est facile. Et plus on gagne du temps. Plus une enseigne a de référence, plus c'est compliqué. Donc là-dessus, vous êtes à peu près dans les clous. Et ensuite, on a le loyer. Le loyer, c'est 80 000 € par an, en moyenne. Enfin, ça, pareil, c'est très dur de faire des moyennes, c'est encore pire parce qu'en fait, si tu es dans une zone, dans un centre commercial, ça peut coûter hyper cher. C'est ça. Si tu es dans une ville moyenne, emplacement tiers 1, emplacement tiers 2, ça peut être du simple au double ou presque. Facilement, et puis selon comment tu as négocié, selon plein de choses. Là, ce que j'ai mis, c'est plutôt une cible, c'est-à-dire que, en fait, le loyer, on commence à rentrer dans les coûts fixes. Donc, tu le négocies au départ, et puis après, c'est fini, tu peux rien y faire. Les 2 premiers, nous, franchiseurs, on peut travailler dessus. Loyer de 10%, c'est un bon ratio. Enfin, loyer de 10%, l'idéal, c'est même un peu en dessous aujourd'hui. Alors, il y a 10 ans, pareil, à 12, on tenait, maintenant, il faut 10, et 8, ce serait encore mieux. Mais fondamentalement, là, tu as un équilibre entre le chiffre d'affaires que j'ai réalisé et puis ce que j'ai choisi comme loyer au départ, tu peux rien y faire après. Donc, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, on mise plus sur... On préfère aller chercher du chiffre d'affaires un peu moins rentable en complément, mais pour amortir ce loyer et être plus bas, que d'avoir un chiffre d'affaires ric-rac avec 10% de loyer. Oui, bien sûr, ok. C'est super logique, en effet. Mais c'est vrai que moi, j'avais en tête plutôt un 12% dans le ratio. De moins en moins. Et à contrario, c'est la cible, elle baisse, et à contrario, les loyers, ils augmentent tous les ans.
Donc c'est un des problèmes dans l'équation économique qu'on a tous dans ce métier-là, avec l'énergie qui a beaucoup augmenté. Mais la question du loyer et de son augmentation perpétuelle devient un vrai sujet quand on regarde le long terme. Tu peux plus allonger. Si ton resto il est stable, mais qu'il grossit pas d'année en année, exactement, d'affaires, tu dois déménager. Enfin, ça il y a un moment où tu te retrouves, t'as un espèce d'épée au-dessus de la tête qui se rapproche. C'est ça. Et en fait, on est dans des marges qui sont super exactement serrées, quoi. Donc, c'est pas des métiers de grosse marge, c'est des métiers où il faut travailler. Enfin, moi, je dis toujours le métier de centimier, mais c'est ça. C'est des métiers, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est comme le métier de centimier, c'est ce qu'on emploie pour parler des supermarchés, souvent, et c'est pareil. Hein, la restauration, ça devient ça. Métier de centimier, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a tout un tas de charges, donc pareil, qui sont des charges fixes a priori, qui vont être l'énergie. Donc l'énergie, entre 2 et 2,5%, c'est quasiment 20 000 euros. Ouais, ça a doublé en 5 ans. En 5 ans, c'est ça. Tu pouvais avoir 1% d'énergie il y a quelques années. Sur ton chiffre d'affaires. Marketing, communication, tu me disais que c'était 16 000 euros par an. Donc alors là, 2%, ça, c'est hors de ce que le franchisé nous paye en national. Oui, ça, c'est au bon vouloir du franchisé. C'est ce qu'il a envie de faire localement, lui. Et lui, en général, ils vont dépenser... c'est marrant. Mais après, ça va vite, parce que tu dépenses entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Ouais. Finalement, oui, tu arrives vite à 15 000 euros sur l'année, quoi. Et puis après, donc j'irai après sur les redevances parce que tu vas me l'expliquer un peu plus. Tous les frais de fonctionnement, frais administratifs, tout ce qui est compta, machin juridique, les assurances obligatoires. Bon, là, t'as près de 50 000 euros qui peuvent partir là-dedans. Ouais, t'as la maintenance, En fait, il y a plein de choses là-dedans. Surtout pour des burgers, j'imagine que t'as des cuisines... Alors, bien sûr, des cuisines pro comme tous les restos, mais t'as des cuisines assez spécifiques, en tout cas des machines. T'as peut-être plus de machines que dans d'autres restos parce que tu dois avoir un certain nombre de friteuses, je sais pas. On a des extractions qui coûtent cher à entretenir, on a des systèmes de sécurité, etc. Mais bon, la maintenance, de toute façon, malheureusement, c'est un sujet qui coûte cher et puis donc ça fait partie de tous ces coûts. Ouais. Et après, tu as tout un tas d'autres charges qui sont toute une addition de plein de petites charges. C'est ça. Après, il reste plein de trucs. Ouais. Comme je sais pas moi, des réparations, des mises à niveau, des trucs comme ça, des amortissements. Ouais, et puis même, t'as plein de... C'est con, mais t'as des frais postaux, des frais liés à les uniformes. Ouais, enfin, c'est plein de petits trucs, des petits achats de matériel, voilà. Finalement, hors loyer, alors si j'enlève aussi la redevance, hors loyer, hors masse salariale, et hors, évidemment, matières premières, on a à peu près 22-23% de coûts fixes sur c'est ça. tout ce qui est fonctionnement, y compris l'énergie et tout. Et puis ensuite, donc, on a 30% matières premières, entre 22 et 25% de masse salariale, 10% de loyer, tout compris. Et il nous reste cette redevance de franchise qui est donc de 7% chez vous. C'est standard, le 7%? C'est assez standard. Alors, les grosses enseignes américaines sont... Bon, on va dire que dans les 7, il y a deux choses. Il y a les 5% qui sont réellement la royalties d'exécution du contrat de franchise. Ouais. Moi, contre ça, je visite les points de vente, je les aide à s'améliorer, je leur fournis des évolutions, etc. Donc ça, c'est vraiment la franchise, 5%. Et tu leur offres quoi d'autre? Juste, tu leur fais aussi... je sais pas, tu les aides à la gestion. Est-ce qu'ils peuvent te sonner? Est-ce qu'ils peuvent... Enfin, pas sonner toi directement, mais est-ce que vous avez des équipes dédiées qui les aident ou non quand même Oui, ça fait partie. Alors après, toujours dans une limite, c'est toujours compliqué la franchise parce qu'on n'est pas... Vous n'êtes pas un SAV non plus. Ouais, et puis il faut faire attention à la... c'est pas nous qui gérons, c'est pas nos points de vente et les gars sont indépendants et il faut les laisser dans leur indépendance. Tu peux leur donner, tu peux répondre quand ils te demandent des trucs. Ouais, il faut faire attention à pas faire de l'ingérence. Quoi. Exactement. Après, oui, on a des outils pour quand quelqu'un déborde sur ses achats ou sur ses salaires, on sait l'aider, on sait lui donner du comparable, on sait lui expliquer pourquoi il fait moins bien, etc. Tout ça, c'est notre métier. Ouais. Et comment ça marche? Tu fais des bilans, c'est-à-dire tu vas regarder tous les 6 mois, tous les trimestres. Écoute, là, toi, t'es vraiment dans les mauvais élèves. Tu vas lui faire un peu des réus, genre attends, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Ça dépend du front. Alors il y a plusieurs choses. En fait, nous on va les voir. Enfin, mes équipes en tout cas vont les voir selon le besoin et
et je vais dire la jeunesse du franchisé. Quand ils sont tout nouveaux, on va les voir un peu plus, mais on va les voir entre 2 et 4 fois par an, on va dire. Et on les appelle régulièrement. Donc il y a un échange régulier qui se fait. Et on fait des points un peu plus soutenus quand on va les voir. Ensuite, quand on va les voir, si on détecte que vraiment il y a une dérive ou quelque chose, on va rentrer dans un mode d'accompagnement qui est plus fort. Et plus dédié, avec du focus sur certains sujets, avec de la reformation, avec... Toi, tu as des équipes dédiées à l'animation du réseau. Ouais, exactement. Et toi, tu les connais tous ? Mes franchisés ? Ouais. Ah oui. Ouais, c'est important. De toute façon, tu les sélectionnes tous. Enfin, tu fais partie de la décision finale. Oui, exactement. Donc 7% du chiffre d'affaires. Donc tu as ces 5% qui sont exécution du contrat de franchise. Ouais. Et ensuite, tu as 2% qui sont la communication nationale, qui en fait n'est pas une royalty, c'est juste un budget qu'on met en commun et qu'on dépense pour tout le monde. Donc, est-ce que ça, c'est des outils aussi que tu mets à leur dispo? Je vais te dire ce qu'il y a dedans, mais juste pour te répondre tout à l'heure, là, le standard du marché, il est beaucoup plus vague parce que tu as des gens qui font même 0,5 là-dessus, enfin quasiment rien, qui décident de ne pas faire de marketing, ou tu as des gens qui font 5 ou 7. Parce qu'on décide, tu vas dans un groupe, un BK ou un McDo aujourd'hui, on est plutôt proche des 4 ou 5 parce que on va appuyer fort, faire de la pub télé, être très visible, être très présent. Donc ça veut dire qu'à la fin, le franchisé, à la fin, il peut reverser quasiment 10%. Ouais. Et en soi, c'est pas grave. Là, c'est vraiment un choix de modèle économique. Là-dessus, donc si je reprends mon calcul du début, en fait, 800 000 € de chiffre d'affaires. Là, on vient d'additionner 740 000 € à peu près de coûts entre les charges fixes et les charges fixes et les charges variables. T'as pas mis, je te coupe, mais il y a deux trucs dont on n'a pas parlé, mais c'est pas dramatique, mais pour bien comprendre. Bon, les frais de livraison, mais alors c'est tellement complexe que. Mais effectivement, il y a tout ça là, à un endroit dans le modèle. Je sais plus où je les ai mis. Dans les autres charges, je pense. Et les immobilisations, évidemment, qui vont arriver avant ton résultat net. Et ça, c'est important parce que c'est. Qu'est-ce que tu mets au départ ? Ouais, c'est ce que tu as mis au départ que tu immobilises. Donc, on est. Effectivement, là, on est dans la partie qui est. Là, c'est un résultat si tu as déjà amorti. Si tu as déjà amorti. Ouais. Enfin, quand tu es en train d'amortir, effectivement. Et après, si tu enlèves ton amortissement, tu as ton excédent brut qui est un peu plus haut que ça, qui est plutôt l'ordre de 13-14%. Ok, d'accord. Donc, on a quand même. Avec ce que tu dis, ça veut dire qu'on a quand même 4-5 points qui correspondent à ton amortissement de ta mise de départ. C'est à peu près, c'est même plutôt entre 5 et 7. Entre 5 et 7, ok. Ouais. Donc ça veut dire qu'en effet, tu peux avoir EBE, ce que tu disais à l'instant, c'est résultat net après les amortissements. Ouais, exactement. Donc là, on dit qu'on a compté les amortissements et que donc, c'est vraiment toi ce qui te reste à la fin. Du bout, une fois que tu as tout payé, c'est à peu près 60 000 € en tant que franchisé par an. Là-dessus, moi, ce que j'aimerais juste comprendre, c'est si tu t'es payé ou pas. C'est-à-dire les 60 000 €. Le franchisé en lui-même. Ouais, pardon. Oui, je voulais dire. Non, t'as raison. C'est une vraie question. Sur l'équivalent. Donc, je dis ça en gros. Donc, on a dit qu'à peu près cette masse salariale, c'était à peu près 7 équivalents temps plein, entre 7 et 8. Lui, il est dedans ou pas ? Ça dépend du modèle. Parce que. Un franchisé qui débute, qui a ouvert son premier point de vente, généralement, il se met dedans et il se paye En gros, il prend un salaire de directeur. Donc, il est directeur, il se rémunère et les 60 000 qui sortent à la fin, il va les mettre de côté ou s'en servir pour réinvestir plus tard. À partir du moment où ils franchissent, quand ils en ouvrent un deuxième, généralement, ils vont mettre un directeur dans le premier. Donc, ils vont plus se rémunérer sur le premier, mais ils vont aller se rémunérer dans le deuxième et faire le même exercice. Quand ils passent 2, encore une fois, c'est purement théorique ce que je dis parce que chacun a sa manière de faire. Mais le modèle général, quand il passe 2, il commence à se structurer en disant là, en fait, je ne peux plus, moi, m'amuser à m'en occuper d'un et laisser les 2 à côté. Donc, je mets 3 directeurs. Je ne suis plus payé dans les comptes d'exploitation des restaurants, mais je suis payé dans les dividendes de ce que sortent les 3 restaurants, chacun indépendamment. Je prends un petit peu de chaque. Voilà. Et là, il y a un équilibre à trouver parce que. Dans la réalité. Ça, c'est un équilibre d'entrepreneur. Combien je me rémunère, combien je fais passer en charge. Et surtout, c'est un équilibre d'entrepreneur entre la réalité de chacun de tes points de vente, parce qu'effectivement, le modèle de base, malheureusement, personne ne le fait exactement. J'ai un exemple, j'ai un franchisé qui a ouvert l'an dernier, qui est quasiment à 1,2 million là. Donc lui, il est très au-delà du modèle de base, donc il est sorti tout de suite en disant, vite, je me développe.
Et à contrario, tu en as un autre qui a ouvert un premier qui marchait bien, mais un deuxième moins bien. Et donc, ça va le tasser un peu dans son truc. Donc là, après, il y a des choix, des arbitrages d'entrepreneurs à faire. Ouais. Là-dessus, en moyenne, ils peuvent Déjà, est-ce qu'ils se payent dès le début ? T'ouvres une franchise, est-ce que tu peux te payer dès le début ? Parce que... Et la question derrière la question, c'est qu'est-ce que tu dois mettre comme mise de départ ? Ah, ok. Alors, est-ce que tu te payes dès le début ou pas ? La réponse, c'est théoriquement, c'est possible. Ouais. Moi, quand j'ouvre une succursale, je mets un directeur et je le paye. Après, nous, on ne le recommande pas. On aime bien les schémas où l'entrepreneur, il a un petit peu de réserve personnelle et il peut démarrer sans être rémunéré à fond parce que ça permet, pendant 3-4 mois, d'être un peu plus tranquille sur ton... Ouais. En gros, si... ce qu'on fait toujours au départ, si j'ai embauché un peu trop de monde pour m'assurer d'un bon démarrage, si j'ai des charges de fixe qui sont plus élevées que prévu, si j'ai un... J'absorbe, c'est pas grave. Au début. Voilà, j'ai pas de souci. Mais théoriquement, tu peux le faire. C'est juste que ça te met dans une posture qui est tout de suite un peu plus tendue parce qu'il faut tout de suite gérer ton modèle au cordeau. Okay. Et après, l'apport sur un projet, ça dépend de la manière dont tu le construis aussi. Aujourd'hui, un franchisé normal qui prend un emplacement standard, c'est-à-dire 150, 180 mètres carrés, il va devoir investir à peu près 450 000 euros. Donc toi, ta mise de départ, c'est au moins ça. Et là-dedans, tu comprends tout ? Donc là-dedans, on comprend tout. Sa mise de départ à lui, c'est généralement 80, 90. Ouais. Il va chercher le reste sur du crédit bail, de l'emprunt. Donc effectivement, son ROI à lui, selon le modèle qu'il a choisi, selon le niveau de son emprunt, selon la durée de remboursement, il va aller de, en général, on dit 3 ans à 5 ans, selon comment il va travailler, même un peu, ça peut être plus rapide, ça peut être 2 ans, mais selon comment il va travailler, son ROI va être différent, et selon aussi la manière dont il veut réinvestir ce qu'il gagne ou pas. Enfin, il y a plein de schémas techniques, c'est pas technique, mais là, il y a une vraie réflexion d'investisseurs et de financiers, même si on n'aime pas dire qu'ils sont investisseurs parce qu'ils ne le sont pas. Mais une vraie réflexion d'investisseur de qu'est-ce que je fais de mon argent, comment je le réinvestis et à quelle vitesse ou pas je dois le faire. En gros, ce que tu dis, si je paraphrase pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que tu te rembourses en 5 ans. Entre 3 et 5 ans, tu es censé rembourser tes apports. Ouais. Enfin, en l'occurrence, tu rembourses aussi le crédit puisqu'il est dans ton... Ouais, tu es censé rentrer dans tes frais. Et si tu es très bon, ça peut être 2 ans. 2-3 ans. Si tu es très bon, que ton emplacement fonctionne très bien. Ouais. Et après, tu décides ce qui... Donc, tout ça, c'est les 60 000 euros qu'on a évoqués tout à l'heure. En fait, c'est tes dividendes ou un petit bout de ta rémunération si tu en as plusieurs. Et après, tu décides à chaque fois si si tu le réinvestis, est-ce que tu rejoues un coup, est-ce que tu veux faire... Voilà. Ouais. Et en fait, alors ça, c'est le modèle de base. Et aujourd'hui, sachant qu'on est dans un métier qui est de plus en plus dur à financer par les banques, aussi, les banques sont hyper frileuses sur les ouvertures de franchises. Depuis le Covid, depuis le remboursement des PGE, et puis là, depuis 1 an, c'est quand même un secteur où on passe son temps à dire partout dans les médias que c'est la crise. Donc globalement, les banques n'aiment pas ça. Aujourd'hui, on a des schémas intermédiaires où on co-investit. Voire, je parlais tout à l'heure d'un franchisé qui a très bien réussi sur son premier. Il s'avère que son premier, il nous appartient à nous, c'est nous qui avons tout investi. Et lui est locataire gérant. Donc, il nous paye un loyer au titre de notre investissement. Il a une option d'achat. Mais typiquement, lui, ça lui a permis d'arriver avec 20 000 euros, rentrer dans un truc, commencer à exploiter, montrer qu'il était capable. Et là, cette année, il va réinvestir dans un deuxième tout de suite, 1 an après. Parce qu'en fait, plutôt que de racheter son premier, il se dit non, ça me sort du cash, donc très vite je vais commencer à construire autour et puis après j'irai le racheter un peu plus tard. Et ça, c'est le seul dans ce cas-là ou il y en a d'autres ? Non, on en a alors des locataires gérants, on en a 2 dans le réseau, donc c'est encore un schéma nouveau pour nous. C'est hyper intéressant par contre. Et puis vous, avec la machine que vous avez, ça permet, il faut quand même 2 secondes s'arrêter là-dessus juste pour les gens qui écoutent, c'est que tu peux avoir une option de monter ta franchise, d'avoir le même niveau d'indépendance, mais pas le même niveau d'investissement au jour 1. C'est ça. En ayant 0 €. Quand je dis investissement au jour 1, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas en train de bâtir pour ton avenir dès le début, parce qu'en fait, c'est comme si tu louais un fonds de commerce. Quoi. Ta prise de risque est moins grande parce que tu as mis 15 ou 20 000 euros sur la table pour jouer au lieu de 80. Donc ça veut dire que ton rendement n'arrive pas tout de suite, mais par contre, tu peux avoir un potentiel de rendement plus tard et ça te permet d'accéder
à ce schéma de franchisé Et le sans tester. avoir d'argent. Ouais. La tête de réseau, le groupe Bichef, Ouais. qui possède donc les marques Bichef, Burger de Papa et une troisième, tu m'as dit que vous avez Qui arrive. qui arrive. C'est un groupe énorme qui, en volume d'affaires, donc je parle pas du chiffre d'affaires du groupe, c'était ma confusion tout à l'heure, en volume d'affaires, vous faites 40 millions d'euros C'est ça. à peu près. Nos deux réseaux réunis font un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. 40 millions de chiffre d'affaires. Vous, au niveau du groupe, Alors nous, donc ce qu'il faut comprendre, donc Donc, la quand je dis la groupe, c'est société tête de réseau, la pardon. société tête de réseau aujourd'hui, elle a deux activités. Elle a une activité franchiseur pur, où là on va capter un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de entre, allez, on va dire à peu près 2,5 millions, entre 2 et 2,5. ok. Et on a une activité succursaliste, où on a Ouais. des établissements qui nous appartiennent. Alors, ça, c'est pas tout nouveau, mais on en avait que 3 l'an dernier, et puis on vient d'en racheter on en avait 4, pardon, et on vient d'en racheter avec le groupe qu'on a acheté, Ouais. Burger de Papa, donc on en aura plus cette année. Mais l'an dernier, ça générait pour nous, en plus il y en a 2 qui ont ouvert en cours d'année, donc c'était encore assez faible, on devait générer à peu près 2,5 millions de plus sur ces restaurants-là. Là, cette année, on va être quasiment à 5 ou 6 millions juste sur la partie Succursale. 5 Mais c'est 2 activités différentes. 5 ou 6 millions sur, tu m'as dit, 8 succursales. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Donc, c'est les mêmes chiffres que ce C'est qu'on à a peu près évoqué, les c'est mêmes un peu ratios. moins d'un Ouais, million, c'est à peu près les mêmes ratios. pas de chiffre d'affaires. Ok, on est dans les mêmes trucs. Et ensuite, donc tout le reste, c'est un mix de droits. Ah, on n'a pas parlé de ça. Donc, c'est les redevances. Alors, Donc, dans c'est le les reste, 5%. le Et reste, tu as aussi les droits d'entrée. exactement. En fait, alors, dans toute franchise, surtout restauration, tu as 3 gros modes de rémunération. Effectivement, les redevances dont on a parlé. Donc, ça, c'est le 5%. Juste Ouais. enfin, c'est le 7%. Et le 7 parce que c'est quand même du Ouais, chiffre d'affaires, même si tu le redépenses. Tu as le droit d'entrée quand tu signes un franchisé. Et ça, on n'en a pas parlé. Ouais, pardon. Alors, le droit d'entrée, alors, ça, pour le coup, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, chacun a une philosophie là-dessus. Il y en a qui considèrent que le droit d'entrée, c'est un droit d'utiliser la marque et donc c'est vraiment Un vrai dos, quoi. un vrai truc que tu gagnes tout de suite. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que ça devait s'équilibrer avec ce que tu dépenses pour faire ouvrir un franchisé. En gros, combien ça me coûte de le former, combien ça me coûte de lui trouver un emplacement, de l'accompagner, etc. Donc, généralement, nous, on va capter à peu près, je crois que c'est 32 000 euros sur un droit d'entrée de franchisé, Ok. quand c'est son premier, moins quand c'est un deuxième, parce qu'on le connaît déjà et que c'est plus rapide. Et c'est de l'argent c'est assez peu dans notre modèle économique. On va dire que c'est 3 ou 4% de ce qu'on fait annuellement au total. Et ça, c'est vrai. Chez nous, c'est vraiment un silo séparé avec des charges en phase de développement, des salons, des personnes qui font du développement, etc. C'est de la masse salariale, finalement, tout ça. Beaucoup, ouais. Il y a un peu de com, quand même. Ouais, parce que les salons, ça coûte très cher. Il faut savoir, c'est quand même des postes de coûts qui sont non négligeables. Je pense que le salon de la franchise... Le salon de la franchise, ils sont le monopole, donc je pense qu'ils se gavent. C'est un beau salon. Enfin, après, je me rends pas compte. C'est quoi, 150 000 euros ? Non. Sur un stand mais attends, comme nous... t'as des salons, des stands, c'est 80 000, 100 000 euros. Nous, un stand comme le nôtre qui fait 20 mètres carrés, équipé, on doit être entre 40 et 50 000, ce qui est déjà pas mal. C'est ça. Et après, un gros stand, ça peut monter. Mais ça, c'est un deuxième truc. Et après, tu as un troisième qui là est beaucoup plus opaque dans beaucoup de réseaux, enfin opaque ou pas, mais qui est ce qu'on appelle la marge arrière, la remise arrière, la RFA, tout ce qu'on veut, où là, en fait, je dis, au-delà de mon droit d'entrée, je viens récupérer un montant sur les achats de mon franchisé. Donc, en gros, je considère que moi, alors, qui se justifie plus ou moins bien, tu as des réseaux qui, par exemple, Quand tu dis sur les achats, tu parles du food cost, tu parles de la... Ouais. Ok. Donc, tu as des réseaux qui, par exemple, gèrent complètement la logistique de leur franchisé. Ah, tu donc là, ils vont prendre une marge qui peut être assez grosse. Voilà. J'essaie de paraphraser. Exactement, si tu gères la logistique. Donc, c'est pas, quand je dis logistique, c'est pas juste imposer aux franchisés d'utiliser tel et tel fournisseur. J'ai les camions qui vont te livrer. Voilà, c'est toi qui gères la livraison pour tes franchisés. Et dans ces cas-là, évidemment, tu te prends une com qui correspond à la gestion de cette logistique. En fait, là, tu peux te faire une marge sur cette activité. Ouais. Et entre deux, tu as des réseaux comme nous, pour la plupart des réseaux où on a un partenaire logistique, mais on a une activité de référencement et où on va aller chercher des rétro-commissions qui existent. En gros, tu assures du volume à ton fournisseur et du coup, le fournisseur, il te file une rétro-com. En fait, le jeu là-dedans, alors, quand je dis c'est plus opaque,
Chez nous, ça ne l'est pas parce que, en fait, nos franchisés savent ce qu'on va capter. On en redistribue une grosse partie tous les ans avec une transparence sur comment on le fait. Et puis, ça fait partie du jeu et ils le savent et c'est très bien comme ça. Mais sur beaucoup de réseaux, tu as une opacité là-dessus parce que c'est un vrai moyen de se rémunérer. Alors, le jeu là-dedans étant de se dire finalement, moi, en tant que tête de réseau, mon effet volume te fait gagner combien ? Et est-ce que là-dessus, je peux en prendre un petit bout ? Ça peut toujours se justifier. Quand tu dis une tête de réseau, elle te fait gagner 6 points de marge et elle en prend 1, l'un dans l'autre, tu t'en sors très gagnant. Légitime. Mais si elle te fait gagner 5 et qu'elle en prend 4, tu commences à gérer un déséquilibre. Ouais. Donc ça, c'est une vraie question d'équilibre. Et qu'on vous, trouve... ça correspond à combien ? Nous, ça doit être... Je ne saurais pas te dire en points. Sur nos revenus annuels, alors je parle vraiment revenus, puisqu'en fait, on en redistribue un gros bout. Mais sur nos revenus, ça doit être 3% de nos revenus. Donc c'est assez négligeable sur ce qu'on gagne chaque année. C'est peut-être, je dis une bêtise, c'est peut-être 4 ou 5 d'ailleurs. Mais en fait, nous, typiquement, il y a une grosse partie de ça qui est de la boisson. Donc, en gros, quand tu choisis de référencer une marque comme Pepsi ou Coca, par exemple, évidemment, tu prends une com. Tu prends toujours une com. On va passer rapidement sur les coûts. Ce que j'aimerais juste comprendre, c'est que donc, cette tête de réseau en chiffre d'affaires, elle fait combien à peu près ? Donc, je disais tout à l'heure, l'année dernière, on est de l'ordre de 5 millions. 5 millions, oui, c'est ça. Si on prend les succursales avec. Là, on va être à plutôt 8 cette année avec les succursales qu'on a récupérées. Bien sûr. Et dedans, si on prend vraiment la partie tête de réseau franchise, c'est un peu moins de la moitié, mais c'est entre 2 millions et 2,5 millions la tête de réseau franchise. Ça, c'est ce que va gagner la tête de réseau et ce que rapportent les succursales en chiffre d'affaires, donc un tout autre modèle économique. C'est 6, on disait, un truc comme ça. Exactement. Là-dessus, on va le faire le calcul assez rapidement, mais en gros, dans la partie vraiment tête de réseau, donc les 2-3 millions, tu as une bonne moitié, c'est de la masse salariale. Juste, il y a combien de personnes au bureau, juste pour que les gens puissent situer ? En ce moment, là, j'essaie de faire entre les gens qui sont arrivés, ceux qui sont partis. On est en moyenne, on tourne toujours entre 12 et 15 personnes. Pardon. Ok. Et effectivement, c'est le gros poste de la tête de réseau, c'est ça. Bien sûr. C'est même plus de la moitié de nos charges franchises, c'est de la masse salariale. Et après, c'est les trucs de com, la R&D, du juridique, les rachats, ça doit coûter de l'argent. Ouais, c'est ça. T'as la com, parce que finalement, comme tu captes 5 plus 2, les 2, tu les redépenses. Donc ça, c'est un gros poste. Et après, oui, tu as un mix de juridique, de loyer, de frais de déplacement, d'outils. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Là-dessus, tu n'as pas d'associé ? Sur moi, sur la structure, si. Alors, le groupe, dans son ensemble, il a plusieurs actionnaires. Il a des business angels que j'avais au départ. Il a un fonds qui est rentré il y a 1 an et demi. Ok. Donc, qui vous a permis de vous développer ? Qui nous a permis notamment de faire ce rachat-là, cette acquisition l'an dernier. Donc, toi, tu as combien de pourcents ? Il te reste combien de Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près un tiers départ. Tu as un tiers départ. Tu sais combien ça vaut aujourd'hui ? Si tu essayes de faire une estimation. Je pourrais, je sais pas si. Attends, je vais pas dire de bêtises. Donc je préfère pas. Ok. Mais j'ai en tête il y a quelques années, mais en fait. C'est quoi ? C'est des multiples d'EBITDA à 5 c'est des multiples. Alors c'est toute la problématique, c'est que en fait il y a deux choses. Il y a la valeur de tes succursales qui parfois sont faits sur un multiple d'EBITDA pur, parfois sur une valeur de fonds de commerce. Tu as des fonds de commerce qui valent très cher. Et après, sur la franchise, c'est un multiple. Et c'est un multiple qui va varier. Alors, si on prend le marché dans son ensemble, de 3-4 quand tu as un réseau qui, globalement, bouge plus, avec un potentiel qui n'est pas fort, à, j'ai vu du 10-11 dans les réseaux où il y a du potentiel de dev qui est assez fort. Ouais. Ok, 10-11, c'est cool. Nous, c'est quand tu développes beaucoup, quoi. Nous, on a dû lever avec un multiple qui était aux alentours de 8, un peu plus. Bien, mais c'est aussi, vous ouvrez beaucoup tous les ans. Donc toi, il te reste 30%. Toi, j'imagine que ta rémunération a énormément évolué au fil des années. Est-ce que après, c'est des arbitrages toujours, combien tu te payes. Et puis au début, tu devais pas beaucoup te payer les premières années et tout. Ouais, c'est ça. Pendant combien de temps tu t'es pas payé, juste pour les gens, ils veulent toujours savoir ça. La première année, en fait, quand j'avais mes premiers restaurants, je me suis pas payé pendant à peu près 1 an et demi, on va dire. Okay. Et ensuite, j'ai dû être au SMIC pendant encore 1 an et demi, à la grosse. Ouais. Donc j'ai vraiment été je vais pas dire un poids mort, mais vraiment le minimum possible pendant les 3 premières années.
Parce que finalement, les 3 premières années, même si tu as des restaurants et que tu dégages de la rentabilité, il faut investir dans les salons. Faut recruter. Oui, c'est pareil. C'est l'enfer. En fait, tu dois être capable de faire ces investissements-là. Donc c'est ton pour donner un ordre d'idée, moi, avant, j'étais dans le conseil avant de faire ça. Et j'ai retrouvé, on va dire, à partir de 2022-2023, à peu près mon salaire de salaire de consultant. conseil 2014, ça veut dire que tu gagnais quoi? Tu gagnais... Oh là là, j'ai peur de dire une énorme connerie. Tu gagnais entre 60 et 100 000 euros par an. Ouais, c'est dans ces franges-là, exactement. Dans ces franges-là, ouais. Et là, tu arrives à te Et là, j'ai récupéré ça depuis quelques années. Ok. Sachant que... Alors après, là, encore, c'est pareil aussi, ça dépend du dirigeant. Moi, j'ai pas... Moi, je suis content avec ça, en fait. J'avais juste besoin de retrouver mon niveau de vie. Il est bien comme ça, et ça me va, et ça permet de faire grossir le réseau, de réinvestir, etc. Si tu as besoin de plus d'argent à un moment pour un truc personnel, tu peux sortir de l'argent. C'est juste ça que les clients... Aujourd'hui, la valeur de l'entreprise, elle est aussi elle est capitalistique pour moi. Elle est plus que rémunération. Les franchisés, ton meilleur franchisé, tu penses qu'il peut se payer quoi, 3 000 euros net ou quand même pas Alors, 2000 net? J'ai vu beaucoup plus. Mais, t'as vu beaucoup plus chez toi? Ouais, j'ai vu beaucoup plus. Après, alors je saurais pas te dire là très récemment parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait un tour complet des. Ouais. En fait, j'ai vu, j'ai des franchisés qui sur les périodes de pic, la post-Covid, ouvraient un par an. Donc ça donne à peu près un ordre d'idée. Et j'ai des franchisés qui sortaient. Alors je pense à un particulièrement, mais il va pas être content si je parle de lui parce qu'il a baissé cette année, je le sais. On le cite pas. Donc il est pas content. Mais néanmoins, dans ses bilans, il sortait 200-250 000 euros de résultats. Donc en fait. C'est fou. Donc là, tu peux te payer 5-6 000 euros si tu as envie. Quoi. Ouais, enfin, après, ça veut dire que tu réinvestis pas, mais moins. Mais... Après, en fait, il faut se dire un truc. Nous, on dit toujours à un franchisé qui va rentrer au départ, soit prêt à vivre avec 2 000 euros net. Parce qu'en fait, c'est le salaire d'un directeur, 2 500 euros net, c'est le salaire d'un directeur. Et qu'en fait, tu ne peux pas partir dans une aventure comme ça et te projeter en disant moi, je veux 10 000 par mois. Ce que j'ai déjà entendu. Mais en fait, si tu veux 10 000 par mois, désolé, mais en fait, c'est pas en investissant 50 ou 60 000 de ta poche que tu vas te faire 10 000 par mois. Ce qui, chargé, revient à 20. Oh non, j'exagère. 17, mais revient à 200 000 balles par an. En fait. Ouais. Si tu pouvais gagner 200 000 en mettant 60... Ça se saurait. Ça se saurait. Il y aurait plus de gens sur le créneau. Ça, on dit toujours, méfie-toi. On dit toujours, pense 2005. C'est bien et c'est un bon truc de départ pour ce que tu dois viser et ce que tu dois être capable de vivre avec ça pendant quelques années. Et ensuite, c'est de la construction économique. Tu es un entrepreneur. À quel point, toi, est-ce que tu vas travailler 35 heures ou 60 ? Est-ce que tu vas réinvestir dans d'autres points de vente pour grossir ta structure capitalistique ? En fait, il y a beaucoup de l'équation, elle se joue à ça après. Si tu devais donner un conseil à un futur franchisé qui s'apprête à se lancer chez toi ou ailleurs, d'ailleurs, dans la restauration. Moi, il y a un truc que je dis depuis quelques années et que je trouve n'est pas assez écouté, c'est les gens s'attachent toujours à je vais signer ce truc-là parce que regarde ce qu'ils ont fait l'an dernier ou regarde ce qu'ils m'ont montré l'an dernier ou ce qu'ils ont fait depuis 3 ans, ce qui est bien. Mais en fait, regardez les temps longs parce que vous signez 10 ans. Attention à la tendance du marché. Mon avocat m'a déjà engueulé quand j'ai dit la franchise, c'est comme un mariage. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, tu te maries pas parce que tu viens de rencontrer quelqu'un et qu'il a l'air super au bout de 3 mois. En fait, réfléchis un peu long terme. Et là, il y a de ça. C'est-à-dire, tu pourrais te dire, il y a une super tendance en ce moment, ça cartonne. Et là, depuis 3 mois, ça fait des chiffres. Red flag, la tendance, red flag. Réfléchis au-delà de ça. Ça peut être très bien. Julien, merci beaucoup. C'était merci pour ton invitation. Et très clair. Et puis, vous savez tout sur un modèle de franchise de Resto Rapide. Vous savez tout sur Bichef. Si vous voulez devenir franchisé Bichef, on mettra ton contact, le contact de quelqu'un dans ta boîte ou le site ou peu importe. On mettra un truc pour que les gens arrivent jusqu'à toi. Et puis, voilà. À la semaine prochaine sur Combien ça gagne. Merci beaucoup. Merci, à plus.